Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Initiative Rollis à la rencontre de ceux et celles qui contribuent à promouvoir le jeu de rôle, à le diffuser et plein d'autres choses encore. J'ai un nouvel invité, ou plutôt une nouvelle invitée que je vais laisser se présenter. Alors, moi, c'est Marion, j'ai 32 ans et je suis rôliste depuis une dizaine d'années. En parallèle, je suis enseignante et j'écris dans un journal spécialisé dans la culture geek et j'ai une petite chaîne YouTube aussi appelée Suck My Dice. Merci Marion, alors on va revenir sur tout ça et puis une information que tu connais déjà mais que nos spectateurs n'ont pas encore, c'est que nous t'avons élu à la FFJDR membre d'honneur en compagnie donc de Fibre Tigre pour l'année 2022, ce qui fait que vous deux vous succédez à Julien Pirou et Nathalie Zema. Alors avant de parler de ton actualité récente, je voudrais savoir à quelle occasion tu as rencontré le jeu de rôle, comment tu l'as découvert et est-ce que ça a généré chez toi? Le jeu de rôle, je pense que ma première rencontre véritablement, c'était quand j'étais toute petite et que ma mère m'achetait des livres dont vous êtes le héros au supermarché. Et elle me donnait ces livres un peu pour me distraire. Et elle avait une culture geek, en fait, mais elle l'ignorait elle-même, en fait. Et elle m'a transmis, en fait, cet amour du jeu de rôle par ces petits livres-là, et puis plus tard par les jeux vidéo. Et c'est que assez tardivement, hein, vers 21 ans, 22 ans, que j'ai vraiment mis les pieds pour la première fois à une espèce de petite convention qui avait lieu dans un très petit village. Et je voyais des gens attablés qui se racontaient des choses, qui semblaient jouer des personnages tout pétés. Et je me suis dit, voilà, moi aussi j'ai envie d'y jouer. Et là, on m'a dit, viens t'asseoir. Faut jamais écouter un rôliste quand on nous dit ça, hein. Mais bon, j'y suis allée et de suite j'ai accroché à l'activité. En fait, ça m'a semblé très naturel et les gens étaient très accueillants. Donc voilà. Ouais, ouais, bah écoute, j'ai déjà eu l'occasion d'interroger quelqu'un il y a un peu de temps qui a découvert le jeu de rôle, je crois, de la même manière. Alors, est-ce que tu trouves, 10 ans plus tard, encore le temps de jouer? Et si oui, à quoi joues-tu? Bien sûr, je joue encore parce que le jeu de rôle, ça reste une passion pour moi. À quoi je joue? Ben, j'essaye de tester des choses très différentes parce qu'on a la chance d'avoir un média qui propose des choses tantôt poétiques, tantôt complètement fun. On a vraiment une richesse littéraire et ludique qui est énorme et du coup, j'essaye de dévorer un petit peu tout ce qu'on peut proposer dans le jeu de rôle. Et en ce moment, je lis Fallout. Voilà. Je pense y jouer D'accord. sous peu. Hmm, très bien, c'est intéressant. Alors, moi, je sais que je te connais depuis 2 ans. Quand je dis te connaître, on ne s'est jamais rencontrés. C'était d'abord sur Facebook et ce qui m'avait interpellé au premier abord, c'était les anecdotes historiques que tu partageais, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de trouver comme information sur Facebook. Et je me rappelle d'une qui m'avait marqué concernant, je crois, les bourgeois dans les années 1900 qui avaient comme signe de richesse d'avoir des très gros tapis épais, vieillis. Je te laisserai décrire comment éventuellement avec une quantité de poussière incroyable. Est-ce qu'il y a une anecdote ou quelque chose dont tu te rappelles et que tu sais que tu n'oublieras jamais dans toutes tes lectures? Waouh. En fait, il y a tellement. Mes lectures sont principalement des essais historiques et je pense que je garde à chaque fois un petit peu de mes lectures en moi à chaque fois. Ce qui me touche particulièrement, c'est l'histoire ouvrière, c'est l'histoire des mentalités, l'histoire culturelle aussi. Une anecdote, bien. Ce que tu racontes, en fait, je vois très bien de quel essai ça vient. C'est Défense de cracher. Et en fait, c'est un livre, un essai qui parle en fait de l'évolution des normes d'hygiène depuis le 19e siècle, puisque c'était très d'actualité justement avec les gestes barrières qu'on subissait depuis quelques temps là. Et en fait, oui, tout ce qui est maladie et tout ça, c'est assez impressionnant l'évolution du confort et de l'hygiène qu'on a eu au cours de ces derniers siècles. C'est vraiment un bond technologique. Et je trouve que c'est ce genre de choses qui méritent qu'on jette un œil dessus, surtout que l'histoire fait toujours écho à l'actualité. Donc voilà. Ouais, il y a vraiment plein d'informations très, très rigolotes, donc j'en vois un peu moins. J'espère que tu retrouveras le temps de le faire plus. Mais je sais que tu fais beaucoup de choses en ce moment. Alors, est-ce que tu utilises le jeu de rôle dans ton métier principal? Oui, alors moi, il faut savoir que je suis enseignante en lycée professionnel, en lettres et en histoire.
Et je n'ai pas un public qui est forcément très scolaire à la base. Souvent, ce sont des élèves qui sont fâchés avec l'école, qui sont fâchés aussi avec mes matières générales, qui sont un peu source de complexe pour eux. Et j'utilise le jeu de rôle dans certaines séances afin de sensibiliser ou de créer un petit peu un côté ludique. Par exemple, j'ai une séance que j'aime bien mener, c'est une séance qui parle des migrations internationales. Et c'est la notion de frontière qui est en jeu dans cette séance. Et en fait, chaque élève a une petite carte avec un background en fait tiré de celui d'un migrant sur un site de migration en fait qu'on peut retrouver avec les archives et les articles. Et ils doivent passer une frontière qui est gérée par 2 personnes en fait. Et derrière, de l'autre côté de la frontière, il y a un trésor, il y a des bonbons. Et du coup, les gamins, ils doivent à chaque fois raconter le motif pourquoi ils veulent passer la frontière. Et en fait, on se rend compte avec une mosaïque de témoignages qu'ils vont incarner que les migrations, il y a plein de différences et de différentes raisons en fait qui les motivent, quoi. D'accord. Alors, parlons maintenant de ta chaîne YouTube. Je te laisse nous rappeler son nom et puis de quoi, quel est son contenu et quand l'as-tu créé? Alors, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Suck My Dice. Alors, le nom peut paraître un petit peu provocateur, mais en fait, j'essaye de proposer un contenu un petit peu qui va en profondeur dans la présentation des jeux. J'aime beaucoup présenter les jeux sous un angle un peu sociologique, historique, philosophique. J'essaye d'analyser un peu le game design en toute humilité, en fait, hein, parce que je n'ai pas non plus... je suis pas game designer, je ne suis pas auteur. Mais j'essaye d'apporter un regard un petit peu neuf sur certains jeux. Donc, ça peut être des jeux, entre guillemets, blockbusters comme Fallout, je pense que je vais en faire une dessus, ou des jeux un peu plus poétiques et indépendants comme Nuit de Guillaume Jantet. Ouais. Alors, Nuit, j'ai interrogé Guillaume Jantet, pardon, il y a assez peu de temps parce que son principe d'avoir un jeu de rôle qui soit totalement accessible aux malvoyants est très intéressant. Je reviens sur ton programme YouTube qui est également très intéressant et que je recommande. Je me rappelle qu'à l'époque, je faisais partie de ceux qui te disaient non, mais attends, c'est génial, il n'y a aucun besoin d'avoir le syndrome de l'imposteur parce que c'est vraiment très chouette. Donc, C'est gentil. s'il te plaît, continue. Je conseille à tout le monde de voir ça. Elle est maintenant ton actualité la plus récente, à savoir ta collaboration avec Geekmag. Comment ça se passe? Quand les as-tu rejoints? Et puis aussi, on est curieux de savoir comment la rencontre s'est faite. Alors, le Geek Mag, ils m'ont contacté au printemps dernier, une première fois, suite à quelques vidéos que j'avais faites sur YouTube, en fait, et ils m'ont contacté en me disant Hey, on aime bien ton travail, est-ce que ça te dirait de venir écrire pour nous? Alors, moi, ça m'a un petit peu tétanisée parce que j'avais un petit peu ce syndrome de l'imposteur, j'étais un peu intimidée. En plus, je voyais bien que c'était un magazine qui est quand même tiré à pas mal d'exemplaires, donc il se vend dans les maisons de presse, enfin, c'est vraiment, voilà, c'était quelque chose pour moi. Puis le fait d'être publié, la perspective d'être publié, ben, c'était aussi quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Et là, on m'offrait l'opportunité, en fait, de laisser parler ma plume, et c'était vraiment très intimidant pour moi. Et donc, en fait, il s'avère que c'est une boîte qui est très familiale, en fait. Les garçons m'ont accueilli à bras ouverts, m'ont toujours encouragée. Et écrire dans le Geekpack, ça m'a vraiment permis de structurer, en fait, davantage mes vidéos, de vraiment aller à l'essentiel et d'apporter, d'essayer de chercher ailleurs, en fait, des angles différents. Et depuis que j'écris dedans, officiellement, c'est depuis septembre, parce que j'ai eu une fin d'année tumultueuse. Et là, du coup, j'écris de plus en plus sur le jeu de rôle pour le Geek Mag, effectivement. Non, mais ça, c'est vraiment bien. Je sais que j'ai eu une conversation avec eux. Ils m'avaient assez scotché dans le côté d'être très cartésien. Donc, tu es en train de te dire que ce ne sont pas des dictateurs. Alors, non, je rigole. Euh, non, bien sûr, non, ce ne sont pas des dictateurs. Disons que ce qu'il y a de bien, c'est qu'on me demande quelque chose, je le fais, et
quand j'ai un doute, on m'encourage constamment. Et quand je fais des propositions, on n'hésite pas à me dire genre, là, non, je pense que là, c'est pas très catchy ou là, tu devrais revoir cette phrase. C'est vraiment quelque chose qui permet de s'améliorer en fait dans l'expérience d'écriture et dans l'analyse un petit peu de ce qu'on peut proposer, quoi. Non, je plaisantais, je sais que c'est effectivement intéressant quand on fait quelque chose d'un point de vue loisir et quand on est face à des personnes qui ont une approche professionnelle, parce que l'édition, le magazine, on a des contraintes, il faut commencer à compter les signes et d'autres choses. Donc, Oui, c'est important et je sais que cette rencontre entre le faire pour soi, le faire pour ses amis et le faire dans un cadre plus professionnel, ça peut être assez surprenant et déroutant. Donc, oui. on est content que tu participes au Geek Mag. Et puis, c'est vrai qu'il y a des articles, on ne peut pas louper les infos. Il y a toujours des... Moi, je suis vraiment impressionné par les couvertures qui sont ultra bandantes. Voilà, le mot est dit. Après tout, tu n'es pas la seule à avoir des mots originaux comme le titre de ta chaîne YouTube. Alors, concernant le jeu de rôle, pour revenir dessus, est-ce qu'il y a des évolutions que tu aimerais voir dans le futur, que ce soit du point de vue des pratiques, du point de vue des communautés, voilà. Qu'est-ce que tu aimerais voir? Eh bien, on parlait de nuit tout à l'heure. Personnellement, je vais tenter de davantage sensibiliser les gens grâce à ce jeu de rôle dans mon lycée en octobre prochain à l'occasion de la Journée mondiale de la vue. Je voudrais sensibiliser les jeunes à la malvoyance, à la cécité. Je pense qu'on devrait aller de plus en plus vers un jeu de rôle plus inclusif, avoir davantage de jeux qui permettent d'être adaptés à des personnes sourdes. J'ai eu l'occasion de participer au Festival Alchimie du jeu à Toulouse pendant quelques années. Et ce qu'il y avait de bien, c'est qu'on avait des traducteurs LSF, par exemple. Le jeu de rôle de Guillaume Jantet, je trouve qu'il est super parce qu'il permet l'inclusion donc, des personnes non-voyantes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fort. Pour moi, c'est la prochaine étape, je dirais, parce que là, on est sur du handicap physique, euh, c'est accueillir parmi les rôlistes une tranche de la population qui n'a pas forcément accès de base à cette culture. Euh, j'ai eu l'occasion, dans le cadre de mon travail, de faire jouer des jeunes de cité, des jeunes qui étaient parfois aussi quasiment analphabètes. Et je pense que la prochaine étape, ce serait vraiment d'utiliser le jeu de rôle afin de donner cet accès à la culture à des jeunes. Parce que j'ai vu que ça matchait bien, malgré des fois l'appréhension de l'écrit, parce que ça peut être impressionnant, une fiche de personnage, surtout quand on le donne à de jeunes dyslexiques ou dysorthographiques. Enfin, ça peut être intimidant. Mais je pense qu'il faut utiliser ça comme un levier aussi d'accessibilité à la culture et comme un outil social, quoi, aussi. Ouais. Je te rejoins totalement. Je sais que pour avoir participé à un colloque sur l'éducation par le jeu, les chiffres qui étaient donnés sur le taux, enfin, sur le nombre de personnes qui ne savaient pas lire est vraiment impressionnant. Donc, en tant que rôliste, on ne se pose pas forcément la question. Mais Oui, voilà, pouvoir donner du jeu et apporter du jeu au plus grand nombre, c'est vraiment très bien. Et je me rappelle d'une intervenante qui utilisait le jeu pour des réfugiés euh, et qui donc ne savaient pas lire le français. Et c'était des expériences assez fortes. Et puis, ton approche et ton intérêt pour l'inclusivité en jeu de rôle me permet de faire un petit coucou à ma camarade Jean du CA de la FJDR, qui va bientôt rejoindre, enfin commencer un programme sur Twitch. On vous en parlera, on vous passera le lien. Elle travaille sur JDR3i, innovant, inclusif, et le troisième, je ne l'ai jamais. Donc, elle en parlera mieux que moi. Écoute, je t'ai posé pas mal de questions, peut-être en as-tu une à me poser à ton tour. eh bien, la question que je voulais te poser, tu fais rien, mais apporter justement sur l'inclusivité. Comment rendre, selon toi, le jeu de rôle plus inclusif pour les années à venir, pour tout un tas de publics, en fait? Je Et comment la pense que, FFJDR peut aider? d'accord, à mon avis, je pense qu'on peut y arriver qu'en interrogeant les personnes concernées. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'un aveugle a besoin de ceci ou cela, et ce n'est pas en fermant les yeux qu'on pourrait se projeter. Donc, il faut qu'on travaille avec eux
qu'on aille les chercher. Ça, c'est le plus important. Concernant l'inclusivité, il y a aussi un sujet, tu vois, parmi les personnes qu'on a, pour lesquelles on s'est posé la question de choisir en membre d'honneur, il y a une jeune femme qui avait suivi déjà les vidéos d'Initiative Release et qui m'a fait la remarque que ces vidéos-là n'avaient pas de sous-titres. Alors, les sous-titres automatiques sur YouTube, c'est bien gentil, mais c'est pas parfait. Il y a beaucoup d'erreurs. Lire sur les lèvres, ça peut être fatigant. Donc, il faut trouver des méthodes, en fait, pour que ce soit accessible. Par exemple, dans le cas du jeu Nuit, on pourrait imaginer une variante qui serait du coup pour les malentendants et de pouvoir proposer, par exemple, du jeu de rôle, non seulement en version écrite, mais également en version audio. Donc, tout ça, c'est plus de travail, mais ça me semble bien. Et puis, concernant ce que fait la FJDR, là-dessus, on a besoin de contributions, d'aide. Il y a des personnes avec qui on travaille. Il y a Yakab qui intervient beaucoup pour des mille et des cents, qui est très sensibilisé là-dessus, qui a ouvert un Discord qui s'appelle JDR pour toutes. Le deuxième TE est entre parenthèses. Donc, on se pose vraiment la question de ce qu'on peut faire. Donc, si des personnes ont des idées à nous soumettre ou qu'ils veulent de l'aide, eh bien, allons-y. Et puis, ça me permet également de te dire qu'on a hâte de travailler avec toi et ce genre de sujet, ça serait bien qu'on puisse bosser ensemble. Alors, on a eu du mal, toi et moi, à se caler pour faire ce rendez-vous, cette interview, mais pour ce genre de projet, on va se débrouiller et puis faire ça ensemble. Avec plaisir. Bon. Écoute, merci pour ta disponibilité et toutes tes actions. À tous, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous et Marion, à très vite. À très vite. Au revoir.